Je suis Joseph Davidovits, scientifique, membre de l'Association internationale des égyptologues, professeur des universités. Je suis mondialement connu pour mes travaux sur la science des géopolymères et également sur mes études de l'histoire des sciences de l'Antiquité. Comment avons-nous découvert cette fresque? En fait, il s'agit vraiment d'un hasard. Nous travaillons en équipe. Je travaille avec mes fils, dont Frédéric est le linguiste et était chargé de toute cette recherche bibliographique lors de cette étude. Un jour, dans la bibliothèque universitaire de la faculté des lettres de Caen, il recherche un document. Et par hasard, il passe devant une étagère et trouve un livre sur Amenophis, fils de Apou, écrit par Alexandre Varil. Ceci s'est fait en 2003 et cela a été le point important de la concrétisation d'une recherche que j'avais entreprise il y a pratiquement 20 ans, qui avait été toujours de retrouver l'équivalent historique du patriarche Joseph. Et pour moi, connaissant l'histoire de l'Égypte antique, connaissant l'histoire des sciences et connaissant l'histoire d'Amenophis, fils de Apou, il me semblait évident que Amenophis, fils de Apou, représentait le modèle du patriarche Joseph. Mais nous n'avions aucune preuve. Et cette preuve fut donnée par la découverte de ce texte, de ces textes qui sont pratiquement occultés par l'égyptologie. Il n'y a aucune publication qui reprend ces travaux des deux égyptologues, Alexandre Varil et Clément Robichon. Ça a été vraiment un coup de chance. Cette fresque, on ne sait pas où elle se trouve. En fait, cette fresque devrait être la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Tout le monde l'ignore. On ne sait pas où elle est. Est-ce qu'elle a été détruite? Est-ce qu'elle est en train de croupir dans les caves de l'Institut français d'archéologie orientale? Aucune idée. Et pourtant, c'est un des éléments les plus importants de l'histoire de la civilisation occidentale que nous avons découvert. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Est-ce que c'est une action délibérée de la part du gouvernement égyptien? Peut-être. Qui, jusqu'à maintenant, a toujours freiné des cas de fer lorsqu'il s'agissait de pouvoir étudier les éléments qui correspondent à cette époque. Tous les éléments qui correspondent autour du pharaon Amenhotep III, du pharaon Akhenaton, sont pratiquement freinés dans leur développement par le service des antiquités du gouvernement égyptien. Bien sûr, lorsque l'on découvre que le patriarche Joseph est Amenophis, fils de Apou, par corollaire, cela veut dire que Amenophis, fils de Apou, vient de Mésopotamie, c'est-à-dire vient de Mitanni, vient d'un pays qui est proche de la Syrie, c'est que c'est un sémite. Ben, ce qui prouve, c'est que le fait que nous avons retrouvé les éléments concernant l'historicité de ce grand personnage, Amenophis, fils de Apou, et que nous avons retrouvé les membres de sa famille, qui, comme par hasard, se trouvent venir de cette région, du Mitanni. Donc, nous avons des personnages historiques qui sont des gens qui viennent de régions que l'on appelle régions sémitiques. Il y a une question que l'on doit aborder, c'est le lien qu'il peut y avoir entre Joseph et puis Moïse. Lorsqu'on lit la Bible, on ne trouve pas de lien entre Joseph et Moïse, si ce n'est que Moïse est le fils de Lévi, et que Lévi est un frère de Joseph. Normalement, il eût été plus simple de voir Moïse dans la lignée de Joseph, puisque c'est Joseph qui commence toute cette histoire, toute cette saga des Hébreux en Égypte. Le seul lien qui existe, c'est le lien entre le fait que Moïse est le fils de Lévi, que Lévi est un frère de Joseph, et que nous avons retrouvé son équivalent égyptien, c'est-à-dire que
Amenophis, fils de Apou, a plusieurs frères. Nous en avons retrouvé 3, plus un dont nous ne connaissons pas exactement le nom. Et Moïse descendrait de la famille, non pas de Lévi, le nom hébreu, mais de Hévi, le nom égyptien. C'est-à-dire que nous avons une corrélation extrêmement nette entre la filiation de Moïse et la famille de Joseph Amenophis, fils de Apou. Moïse, étant le fils du frère de Joseph, le fils de Hébi, avait comme fonction celle d'administrateur de ce grand temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou. Ce temple mémorial a eu une activité de plus de 300 ans et Moïse a vécu durant l'une de ces périodes comme le grand administrateur de ce temple. Ce temple était l'équivalent de ce que l'on a vécu en Europe et en France au cours du Moyen-Âge et des grandes abbayes qui recueillaient toutes les connaissances de l'époque. C'est ainsi qu'il faut considérer le temple mémorial de Joseph. Moïse en était le grand administrateur et de ce fait, il était un grand personnage de l'Égypte antique. Lorsque Moïse se trouve affronté à des événements qui sont assez bien référencés, que nous avons découverts et qui sont les grèves des artisans, les grèves des Hébreux, il est obligé de s'enfuir et l'exode va se dérouler après, quelques 40 à 60 ans plus tard, lorsqu'il revient de la région de Madian, qui est en fait une région dans laquelle on trouvait les mines de cuivre et qui était en relation avec le temple d'Amenophis, fils de Apou. Moïse, lorsqu'il est obligé de quitter l'Égypte en tant qu'administrateur du temple d'Amenophis, fils de Apou, sait où aller. Il va à Madian, il va aux mines de Timna, parce que le temple avait en ses seins de nombreux métallurgistes, de nombreux ingénieurs, qui allaient exploiter le cuivre et qui possédaient la science de la métallurgie. Lors de ma recherche, je me suis efforcé de retrouver qui étaient les Hébreux. Nous savons que Moïse n'était pas un Hébreu, mais que, en fait, on dit que l'Exode était celui des Hébreux alors que c'était de celui de Moïse et des membres de son temple mémorial. Les Hébreux étaient les artisans égyptiens qui avaient été enrôlés dans la construction de la ville d'El Amarna construite par le pharaon Akhenaton. À la chute du pharaon Akhenaton, tous les artisans de cette ville ont été obligés de retourner soit dans le nord de l'Égypte, soit certains ont été réquisitionnés et ont occupé le village des artisans de la nécropole de Thèbes, de la vallée des rois, et ont été enfermés dans un ghetto, qui est le village des artisans de Deir el-Médinée. Et en fait, les Hébreux, ce sont ces artisans-là, ceux qui étaient chargés du creusement des tombes royales, de leur décoration, et ainsi de suite, et qui étaient en très bonne relation avec le temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou. Nous avons donc deux types d'artisans, ceux du sud, qui sont les Zoubrous, les Hébrères, les Hébreux, et ceux qui sont rentrés chez eux, au nord, et qui sont désignés non plus par les Zoubrous, mais simplement par permutation entre la lettre B et la lettre R, les Zouroubes. Et les Zouroubes, ce sont les artisans du nord, qui vont être réquisitionnés par le pharaon Ramsès II et envoyés dans les mines de cuivre de Madian. Les mines de cuivre à l'est, avant l'Arabie, les mines de cuivre de Timna. Ces Zouroubes, qui est l'étymologie, la racine du mot arabe, vont rester à Madian, vont rester dans les mines de Timna, et ce sont ces gens qui vont accueillir Moïse lors de sa fuite
d'Égypte. Nous avons donc une relation très forte entre les Hébreux et les Arabes, entre les Zoubrous et les Zouroubes. Ils sont tous de la même origine. Ils viennent tous de ces artisans qui ont construit la ville hérétique d'El Amarna. Ceci est quelque chose qui semble assez important pour être signalé et pour montrer, comme on le pensait, mais tout en ayant des arrière-pensées, que Arabes et Hébreux étaient de la même origine, et ici c'est quelque chose qui est extrêmement précis.